téléspectateur ak téléspectatrice jigéen ak góor mag ak ndaw yu saako di seetaan seen télévisé Jama TV seen mbokku seen xarit Arona Diakité moo leen di dalal ak jàmm seen émission bu bees ma santé mon environnement nekk émission bi nga xam ne dañ ko sàkk ngir mën a waxtaanee lépp lu dellu ci wàllum santé ak ci wàllum environnement tey nag ñu war a waxtaanee ci wàllum environnement di waxtaanee thème bi nga xam ne di thème bu am solo di thème d'actualité. Voilà ndax li ñu war a waxtaanee tey mooy la COP 27 COP 27 la COP 27 COP 27 nekk li nga xam ne événement la dañ koy organiser chaque année mais xam naa dinañ ñëw ci détail pour xam ko parce que bu ñu déggee COP rek dañuy yaakaar ne beaucoup de blabla mais rien de concret te pourtant du lu demeewul noonu à 100% donc tey nag am nañ invité bi nga xam ne dañ koy waxee invité d'honneur la waaw c'est le plus à présenter ici à Dakar même à l'international parce que ki nga xam ne lu bëri de ci voyager dina dem ci congrès et cetera moom tamit fekkoon na li nga xam ne mooy COP 27 bi fi nga xam ne mooy Égypte donc tey moom mooy suñu invité donc c'est Yoro Sarr Yoro Sarr nekk écologiste en même temps nekk cofondateur de Friday for Future fi nga xam ne mooy Sénégal et aussi mu nekk tamit gagnant bi nga xam ne mooy Green Person boo xam ne dañu ko organisé au niveau de la COP 27 donc xam naa duñu guddal rek dañuy bàyyi mbokk mi mu nuyoo avant ñuy dugg ci thème bi mbokk Yoro soyez la bienvenue jox nañ la kàddu gi. Merci beaucoup Yaro vraiment c'est un plaisir aussi de t'avoir comme invité Yaro dañu yàgg dégg COP man moom damay dégg COP 21 COP 28 et cetera COP 27 22 et cetera ndax mën nañ xam lan mooy COP exactement. Bon, pour gën a gàttal, la COP c'est considéré comme la messe des acteurs du climat. Pour gën a gàttal, la COP c'est considéré comme l'événement des acteurs, la messe des acteurs du climat. COP, ça signifie conférence des parties, ou bien ça peut être aussi waaw kon xam naa dañu am benn problème technique rek mais COP dafa nekk li nga xam ne jot nañu war ci waxtaanee voilà comme ni mu ko waxee rek tey suñu invité bi nekk na invité boo xam ne ce n'est plus à présenter donc nu ma ko waxee rek dañuy ñëw ci première question mooy ne maanaam lan mooy COP exactement. Voilà, comme je le disais, la COP c'est considéré comme étant la messe des acteurs du climat. Bon, la COP ça signifie conférence des parties et on peut considérer ça aussi, on appelle aussi ça convention des parties. C'est une activité annuelle qui regroupe pratiquement les leaders du monde, c'est-à-dire les présidents, les ministres de l'environnement et de certains domaines aussi, puisque c'est un point vraiment stratégique. Et aussi les professeurs d'université, les acteurs du climat, les activistes. Ça regroupe pratiquement l'ensemble des acteurs du climat et aussi de la société civile. Et il est sous la houlette de la convention des cadres des Nations Unies pour le changement climatique, c'est-à-dire c'est une partie c'est un démembrement au niveau des Nations Unies qui gère pratiquement l'organisation de la COP. Et elle a lieu chaque année, comme je l'ai dit. Cette année, elle est revenue en Afrique après c'est la 4e fois qu'elle revient en Afrique. Ok, donc comme ni ko déggee rek COP c'est comme son nom l'indique, c'est la coopération de parties. Ouais, la voilà. Convention des parties, conférence des parties. Voilà, conférence de parties. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est important, qui est organisé chaque année. C'est d'où le nom des appellations COP27, COP29. Mais la COP a été créée en quelle année ça exactement? date de 1995. Dans quel pays? Bon, je ne sais pas exactement, mais ça date de 1995. Et c'est en ce moment-là que chaque année, les États... Et les parties prenantes se regroupent dans un pays bien choisi pour discuter, enfin aussi pour veiller pour discuter sur certains aspects et aussi pour mettre en place des conventions juridiques et tout ça. C'est un ensemble de paperasse. Voilà, c'est un ensemble de paperasse que les gens, que ces délégués-là discutent, négocient, et puis bon, tout ce qui concerne l'environnement et le climat. Ok, donc on pourra venir plus dans les détails. Mais la COP de cette année, c'est tellement polémiqué. Parce que déjà avec votre sponsor officiel, c'est Coca-Cola. Mais là, on peut presque rien dire parce que les années passées, c'était des entreprises à énergie fossile. Donc, est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'est tellement polémique à ce point? Oui, c'est vraiment polémique.
Vous savez, comme vous l'avez dit, cher ami, c'est que bien avant cela, on avait plus pire. Hein. On avait plus pire parce qu'on se retrouvait avec des entreprises fossiles, c'est-à-dire des entreprises qui sont dans le gaz, dans le charbon ou bien dans le pétrole, qui étaient sponsors de la COP. Et c'était vraiment paradoxal parce que nous, aujourd'hui, notre objectif principal, c'est de quitter vers ces énergies que nous considérons polluantes, qui sont pratiquement à la base des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Coca-Cola. Coca-Cola qui fait partie de l'une des industries les plus polluantes. Oui. Aussi bien avec les déchets plastiques, aussi bien avec sa pollution, ses usines et tout ça. Et aussi bien de manière éthique aussi, parce qu'avec Coca, on se dit que bon, c'est avec le diabète et tout ça. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui disculpent Coca-Cola. Coca-Cola ne devait pas être parmi ces sponsors-là. Mais nous aussi, en tant que militants, en tant qu'écologistes, on a vraiment décrié cela. On était même contre cela. Mais finalement, vous savez, c'est des lobbyistes vraiment puissants qui mettent beaucoup d'argent. Et on n'a finalement pas pu empêcher cela. Mais pourtant même, on a remarqué aussi l'augmentation des lobbyistes là-bas, parce que l'année passée, c'était du nombre presque de 400, 500 comme ça. Mais cette année-ci, vous êtes allé jusqu'à 600 lobbyistes. Il y avait plus de 600 lobbyistes. Il y avait plus de 600 lobbyistes. En majorité, des lobbyistes des énergies fossiles. C'est-à-dire, ce sont des gens qui travaillent pour des entreprises pétrolières ou des entreprises charbonnières et des entreprises gazières. Et ces gens-là, ils sont là pour empêcher toute résolution qui va à l'encontre de leur intérêt personnel. Ils étaient plus de 600 et ce qui est plus écœurant, c'est qu'ils étaient plus nombreux que les négociateurs de pays. Négociateurs de pays, je dirais par là, ce sont des gens que chaque pays envoie pour discuter, pour négocier pour ce pays-là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si on se retrouve avec plus de gens qui sont venus contraindre les négociateurs, là, il faut se poser vraiment des problèmes. Et l'année prochaine, je pense que ça sera un peu plus pire. Non, en fait, parce que moi-même, j'ai remarqué, parce que nous sommes toujours dans le cadre des différentes polémiques qu'on a au niveau de la COP27. Et là, on peut remarquer aussi l'absence de très grandes autorités au niveau mondial. Par exemple, on peut citer le premier ministre indien et le président de la Russie, ça c'est évident, on s'y attendait, et le président chinois aussi. Xi Jinping. Oui, bon, vous savez aussi, avec ces questions géopolitiques qui sont un peu compliquées. La Russie, c'était pas évident qu'il soit là. Oui. C'était pas évident vu avec la crise entre l'Ukraine et la Russie. Même je pense pas que Zelensky aussi était là. Je pense pas. Avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, c'était pas évident que le président russe soit là. La Chine aussi, il y avait polémique parce que on en reviendra après. Okay, même au niveau des négociations, la Chine est venue et était partie prenante même de certaines polémiques. Et l'Inde aussi, il y a vraiment des questions qu'on s'est posées sur l'absence de ces dirigeants-là. Mais aussi, n'empêche que même s'ils ne sont pas venus, ils ont dépêché des délégations à la quête des négociateurs, à la quête des ministres de l'environnement et tout ça. Ils sont vraiment, au moins, ils ont été là. Et c'est quand même, on ne peut pas quand même s'empêcher de prendre des résolutions parce que 2 ou 3 pays se sont absentés. Voilà, parce que la COP27 aussi, comme vous l'avez dit, c'est pour la cause de l'environnement, pour la cause des changements climatiques et tout. Mais on remarque que pendant la COP, même si ce n'est pas la COP27 seulement, il y avait cette polémique qu'on voit toujours au niveau des tweets, c'est la présence de plus de 700 jets privés. Vous savez ça, je vais emprunter les mots de notre feu président, le président Senghor. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire parce que vraiment, il faut qu'on discute. Et pour discuter, il faut qu'on se retrouve autour d'un cadre où tout le monde est regroupé. Donc, et aussi pour les moyens de déplacement aussi, je ne pense pas que la question qui m'a été posée par ne serait-ce qu'avant-hier, lorsque j'ai rencontré une journaliste britannique présente à Dakar, elle m'a dit, mais Yero, tu ne pouvais pas prendre le bus de Dakar à Sharm el-Sheikh. Je lui ai dit, tu sais, Dakar à Addis Abeba, ça fait combien de temps? Je lui ai dit non, ça fait 8 heures ou 9 heures, si je ne me trompe pas. De Addis Abeba au Caire, déjà, ça fait aussi, je crois, 6 heures ou bien 7 heures. Je lui ai dit, tu sais, 8 heures de temps en avion, ça représente quoi? Je lui ai dit, ici Ziguinchor, c'est 700 km, 600, je ne sais pas, mais c'est 1 heure de temps de vol. 1 heure de temps de vol, 700, imagine 700 fois 8 ou bien c'est extrêmement compliqué. Et l'Égypte aussi, c'est pas le Mali, c'est pas le Ghana ou c'est pas le Nigeria. L'Égypte, c'est à l'extrême, c'est au niveau de
la Corne de l'Afrique. Donc, je ne vais pas quand même, vu que je suis étudiant, je suis dans pas mal d'organisations, je ne vais quand même pas sacrifier 1 mois ou bien 2 mois juste pour le transport. Ouais. Physiquement, je ne pourrais pas. Et aussi, même arrivé à la COP aussi, je ne pense pas que je serai dans la capacité de faire quoi que ce soit. Tu seras fatigué. Donc, voilà, il y a des moyens qui sont là. Et l'avion, il est là. Certes, il faut repenser parce que les industries, par exemple, les entreprises de l'aviation polluent énormément. C'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est pourquoi pas essayer de remettre en place le système. On est des scientifiques. On sait qu'il est possible de mettre en place aujourd'hui des moyens différents du kérosène pour pouvoir faire voler nos avions. Ça paraît utopique, mais c'est possible. Si on va sur Mars, c'est pas trouver des énergies qui vont c'est pas trouver des sources d'énergie différentes du kérosène ou bien du pétrole pour faire fonctionner nos avions. Je pense que je pense pas que ça sera un problème. Les fusées qui vont sur Mars, vous n'allez pas me dire qu'ils vont à base de kérosène. Voilà, donc pourquoi pas utiliser ces mêmes sources d'énergie là pour faire fonctionner nos avions. C'est possible, on est dans le domaine de la science, on sait que rien n'est impossible, on sait qu'aujourd'hui avec avec tout ce qu'on a comme connaissance, on peut faire mieux. Voilà, aujourd'hui, je pense que concernant la question des jets privés, je pense qu'on doit se focaliser là-bas. Parce qu'aujourd'hui, ça sera demander à Joe Biden de prendre un vol économique. Ça risque d'être polémique. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un mal nécessaire. Et n'empêche qu'on doit aussi réfléchir sur le fonctionnement de ces moyens de transport-là. Parce que aussi, c'est pas évident. Imagine plus de 700 jets privés qui voyagent. C'est vrai que c'est rapide, c'est très rapide. Ce sont des moyens de transport vraiment qui sont utilisés pour des voyages de 3 jours, 1 semaine, etc. Mais aussi, ça participe à la pollution en fait, de l'air et indirectement aussi au changement climatique. Donc, c'est vrai que c'est un mal nécessaire, mais comme tu l'as si bien dit, parce qu'il y a des différents appareils qui quittent la Terre pour aller au niveau des autres astres du système solaire. Donc, utilisant ces mêmes énergies, on peut aussi réduire aussi le changement climatique ainsi que ses conséquences de ces émissions prises par les différents jets privés. Donc, ça sont les différentes polémiques qu'on a eues à développer au long de cette première partie de notre émission. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'émission, c'est pas seulement notre émission, c'est l'émission de tout le monde. Donc, vous pouvez appeler au 78 116 82 38 au 78 116 82 38 pour amener des contributions ou bien des témoignages ou pour poser des questions dans les zones d'ombre aussi, parce que nous sommes dans une émission de 1 heure de temps, on ne peut pas tout dire. Donc, c'est à vous, téléspectateurs, de poser vos questions ou d'amener votre contribution pour éclaircir les différentes zones d'ombre. Donc, Yoro, on est toujours au niveau de la COP 27 en général, même si le thème c'est la COP 27 et les différentes perspectives les différentes perspectives et résultats attendus pour l'Afrique. Mais la COP 27, c'est quoi son rôle exactement? Exactement, le rôle de la COP, c'est de veiller à ce que les engagements pris, par exemple, je prends l'exemple de la COP 26, il y a des engagements qui ont été pris. Oui. Maintenant, c'est veiller à ce que ces engagements pris, c'est veiller à l'évaluation de ces engagements pris. Est-ce que les pays qui ont pris ces engagements les années précédentes l'ont appliqué? Donc, on vient au niveau de la COP, on fait une évaluation, on dit ouais, de là à là, qu'est-ce qu'il y a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On a ce problème-là qui surgit de par là, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, maintenant, c'est en ce moment-là que chaque pays délègue. Certains pays, je prends l'exemple de l'Union européenne, qui est allée d'une seule voix, va déléguer des personnes. Une personne ne peut pas parler au nom de l'Union européenne, ça dépend des aspects. Par exemple, il y a l'aspect agriculture, il y a l'aspect énergie, tout ça. Voilà, ce sont des négociations qui sont différentes. Et c'est en ce moment-là que ces représentants-là vont parler au nom de leur pays, dire on a tel ou tel problème, on a tel ou tel aspect, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est en ce moment-là que maintenant les gens prennent des résolutions. Et ce qui est bien de signaler, c'est que nous sommes de la jeune chambre, on sait comment se passe la procédure parlementaire. Oui. Mais au niveau de la COP, ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte d'équité. C'est que les États-Unis ont le même type de vol, a le même nombre de votes que le Sénégal. Il a le même type de vote que le Tuvalu, une île qui est au fin fond avec plus de 4000 habitants. Bon, c'est-à-dire que si les États-Unis a une voix, le Sénégal aura une voix. Le Sénégal a une voix. Très bien. L'Union européenne a décidé de venir sur une seule voix. Voilà.
Le Canada a une seule voix. Maintenant, n'empêche que ces voix-là sont constituées de pôles. Le G20, ils peuvent se concerter entre eux. Ils vont dire, ouais, chacun d'entre nous a une voix, Oui. mais n'empêche qu'on doit aller dans la même direction. Le G77 en Chine, c'est l'ensemble des pays du Sud, les pays les moins développés, les moins avancés. Ils ont une organisation qui existe, le G77 en Chine, et ils discutent entre eux. Mais n'empêche que chaque pays a la liberté d'avoir sa voix. Mais ils ont intérêt à essayer de travailler ensemble, à essayer de trouver parce que c'est plus plus vous travaillez ensemble, plus vous avez la chance d'avoir des résolutions. Et il faut préciser aussi qu'il n'y a de résolution qu'à l'unanimité. C'est-à-dire si 99,99% étaient d'accord pour l'adoption d'une telle résolution, étaient d'accord pour l'adoption d'un point, et qu'il y a un seul pays, ça peut être la Gambie, ça peut être le Mali, un pays aussi lointain qui dit non, rien ne passe. Donc la vote c'est toujours à l'unanimité et pas à la majorité. Au niveau des négociations auxquelles j'ai assisté, et c'est à l'unanimité. Mais malgré les tickets, cela ne constitue pas un problème en fait. Ça peut ne pas constituer un problème parce qu'au préalable, il y a des discussions qui se font. Il y a un travail qui se fait au niveau du Sénégal. Il y a un travail pré-COP qui se fait. Il y a des discussions qui se font pré-COP. Les pays africains se regroupent, ils discutent. Ils tombent d'accord. C'est-à-dire là, normalement, on ne devait même pas traîner. On vient là, on fait appliquer. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que les pays du G77 peuvent être d'accord sur un point qui peut ne pas aussi être en phase avec ceux du G20. Donc, en ce moment, vous vous retrouvez à des tracasseries, à des discussions. C'est là les négociations. C'est là maintenant les discussions vont venir. Il y aura des arguments et tout ça, des compromis vont être faits. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand il y a accord, c'est que tout le monde est d'accord. Si une personne n'est pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Ok, donc si je comprends très bien les propos, en général, c'est parce qu'on a l'habitude, en fait, avec les votes, si on a la majorité, donc c'est bon, c'est ok. Mais au niveau de la COP, c'est un peu particulier, parce que c'est l'unanimité. Donc si un pays n'est pas d'accord, donc les choses à voter ne vont pas passer. Donc on est toujours au niveau des différents rôles de la COP, parce que on a l'habitude de le dire. C'est le CO2 qui cause en général l'émission des gaz à effet de serre. Voilà, l'émission des gaz à effet de serre. Donc, qui est la conséquence la plus imposante au niveau du changement climatique. Donc, et aussi, on constate à sa COP, après COP, depuis 1995, l'émission des gaz à effet de serre, l'émission du CO2 augmente considérablement malgré les décisions prises au niveau de la COP. Peut-on savoir le problème exact? Il faut aussi préciser qu'il n'existe aucune instance que contraint les États signataires d'un tel accord. Je citerai l'accord qui a le plus attiré l'attention, c'est la COP 21 à Paris en 2015. Ouais. Il n'existe aucune instance qui contraint un pays à respecter ces accords-là. C'est ça un peu un point qui bloque. C'est que je donne une sorte d'exemple. Par exemple, vous et moi. Vous et moi, moi je suis un parent à vous. Oui. Vous allez faire une consultation au niveau de l'hôpital. On vous dit il faut diminuer votre taux, il faut diminuer la consommation de votre sucre. Oui. Je vous dis, il n'y a pas de souci. On est d'accord, il faut diminuer la consommation de sucre. Mais je te donne rendez-vous l'année prochaine pour évaluer, pour voir si tu as diminué ou pas. Oui. L'année prochaine, je viens. Mais je me dis, Aruna, votre taux de glycémie est élevé. Cela veut dire que tu n'as pas respecté les engagements que tu avais pris. Mais j'ai pas de juridiction, ou bien j'ai pas de moyen de pression sur toi. J'ai qu'à te dire, mais bon, n'empêche, c'est bien. Essaie de faire prochainement, essaie de faire mieux. Mais au début de l'émission, vous avez dit que la COP, bon, ça entre au niveau des programmes des Nations Unies, n'est-ce pas? Oui. Donc, pourquoi pas, il y a des polices, en fait, qui se trouvent au niveau des Nations Unies, qui ne peuvent pas réguler On ne va pas rentrer dans ce jeu-là, parce que si on s'amusait à rentrer dans ce jeu-là, ça allait être compliqué. Parce que déjà, les cotisations au niveau des Nations Unies ne se font pas de manière proportionnelle. Il y a une sorte de... Voilà, il y a certains qui payent plus, donc ça sera comment contraindre ces gens-là. Déjà,
existe-t-il déjà dans ce monde-là une instance vraiment qui peut jouer le rôle de gendarme proprement parler? Même les Nations Unies est faible par rapport à certaines situations, on le sait. Et on va quand même pas énumérer certains problèmes où les Nations Unies n'ont pratiquement pas pu rien faire. Et eux, ils peuvent par exemple sonner la sonnette d'alarme, ils peuvent appeler à l'autre, mais pas vraiment obligé que ce soit à faire quoi que ce soit. Voilà, même si dans certains cas, bon, ça s'applique pratiquement au pays du Sud. Mais c'est un peu ça, un peu. Donc, c'est ça. C'est qu'on demande aux gens de prendre on prend des résolutions, et on revient l'année prochaine, on vérifie si ces résolutions ont été prises. Et certains ne respectent pas ces résolutions-là. En date, un exemple, l'ancien président américain Donald Trump avait fait sortir les États-Unis de l'accord de la COP21 au niveau de Paris. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. À part qu'on va crier non, c'est pas normal, mais il n'y a aucune juridiction ou bien il n'y a aucune jurisprudence, je ne sais pas si c'est un mot adéquat, mais il n'y a aucune disposition qui contraint ces gens-là à veiller scrupuleusement au respect de ces engagements-là. C'est un peu ça le problème. Donc en 1995, lorsque les gens ont senti vraiment que si on ne faisait rien, on allait aller vers une catastrophe, et on tend déjà vers une catastrophe, il fallait agir. Ils ont mis en place la COP à travers un ensemble d'organisations et tout ça, et des résolutions ont été prises. Au fur et à mesure de l'année, chaque année, des résolutions sont prises. Mais on se rend compte que plus ces résolutions sont prises, plus l'émission de gaz à effet de serre augmente. Il faut aussi, c'est en proportionnalité, émission de gaz à effet de serre, taux d'industrialisation qui augmente. Donc c'est un truc vraiment... Mais vraiment, c'est un problème en fait, parce que on l'a vu, il y a des preuves que l'émission des gaz à effet de serre, historiquement, et même au niveau présent, c'est causé par deux continents majeurs qui sont l'Europe et l'Amérique du Nord. N'est-ce pas? Une partie du continent américain, n'est-ce pas? Et aussi, les continents qui vont encaisser ces conséquences sont l'Afrique et l'Asie. Et on sait très bien que les Nations Unies, entre la création et... C'est en fait ces deux continents qui l'ont créé même. Et l'Union européenne aussi, c'est la même chose. C'est le continent européen qui est la cause de la création, n'est-ce pas? Maintenant, si on part au niveau de la COP, et que ces jeux gendarmes mondiaux, entre guillemets, qui polluent plus et qui ne fait pas le suivi, donc la COP27, à quoi son utilité? Mais au moins, quand même, on a discuté. Au moins, on s'est regroupé, on a discuté. Au moins, ils se sont regroupés, ils ont discuté. C'est déjà bien. C'est déjà une première chose vraiment qui est bien. Déjà, il faut quand même... On a tendance à nous traiter de pessimistes, mais déjà le fait de se rencontrer et de discuter de certains problèmes, ça prouve vraiment que le problème tient à cœur, ou bien le problème attire vraiment l'attention. C'est ce qui est déjà bien. Maintenant, est-ce qu'il faudra vraiment contraindre les Nations Unies à mettre en place une structure vraiment qui veillera scrupuleusement, ou bien qui sera au rôle de gendarme? Là, franchement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça sera un truc vraiment compliqué. Ça sera compliqué à le faire. Je pense qu'actuellement, la démarche que nous avons, il faut l'utiliser, mettre la pression. On peut le faire, essayer de dialoguer. Il n'y a que par ça qu'on peut obtenir, ou bien qu'on peut contraindre certains dirigeants à prendre certaines décisions. La force ne résout pratiquement rien. Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, déjà, on ne va quand même pas condamner tout un pays parce que voilà, 2 ou 3 personnes ont décidé de ne pas respecter 2 ou 3 engagements. Donc, c'est un peu un point vraiment... Nous n'y avons jamais pensé et je pense que ça sera l'occasion aussi avec les amis avec les amis avec qui nous travaillons, essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Bon, malgré tout, on ne va pas être pessimiste parce qu'il y a une décision qui a été prise. Des décisions qui sont vraiment très, 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 très importantes. Je peux citer celui qui m'a beaucoup marqué. C'est la décision, en fait, de financer les pays qui ont subi ces différentes conséquences. En même temps, de prévenir, en diminuant d'une manière considérable, l'émission des gaz. Oui, bon, globalement, dans l'ensemble, la COP n'a pas été si bonne que ça. Oui. Globalement, elle n'a pas été si bonne que ça. Mais n'empêche qu'il y a une résolution qui est vraiment sortie du lot. Et c'était une attente. Parce que, bon, d'abord, il y avait des résolutions qui ont été déjà prises. Par exemple, la question de l'adaptation, la question de
la question de l'adaptation, la question de adaptation et l'autre là. Atténuation. La question de l'adaptation, la question de l'atténuation avait été déjà prise. Maintenant, au-delà de ça, maintenant, on se disait, parce qu'en date, en cette année, je crois, il y avait des inondations monstres au niveau du Pakistan, même au niveau du Nigeria, qui avaient fait énormément de victimes. Au niveau du Sénégal aussi. Au niveau du Sénégal, je ne qualifierais pas ça, je n'attribuerais pas ça au changement climatique. C'est juste un problème d'assainissement. Il faut vraiment à un moment donné aussi. Non, mais qu'on se dise la vérité aussi. Non, il ne faut pas rentrer dans ce géopolitique-là. C'est juste à un moment dû à un problème d'assainissement. Vraiment un problème d'assainissement. Parce qu'à chaque année, on se retrouve avec le même problème. Il n'y a pas de canalisation. Et bon, ça, c'est le Sénégal. Maintenant, ce qui concerne des pays vraiment, où les maisons sont emportées, où les immeubles entiers, des milliers de personnes se retrouvent sans abri. Et ça posait vraiment question. Il y avait des inquiétudes concernant cela. Et on se disait, et on peinait vraiment à mobiliser de l'argent pour aider ces gens qui étaient impactés à l'instant T. C'était obligé de faire des collectes de fonds par-ci, par-là, et on trouvait ça pas efficace. Et l'argent était vraiment en dessous du besoin. C'est là maintenant, militant pour le climat, on a commencé à sonner, on a commencé à proposer à ce qu'il soit mis en place un fonds loss and damage en anglais, qu'on appelle perte et dommage. Perte et dommage. Et il fallait vraiment mettre en place ce fonds-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce point-là a vraiment fait l'objet de beaucoup de blocus au niveau de la COP. Au niveau de la COP, ça a vraiment fait objet de blocus. Parce que la mobilisation de ces fonds-là devait être destinée aux pays impactés. Aussi, il faut le préciser, parce que les gens sont en train de faire des coups médiatiques pour dire non, on va financer. Ce n'est pas un financement. Ils vont voir, historiquement, les pays qui sont impactés par le changement climatique, qui sont impactés par les effets néfastes du changement climatique, au cas extrême. Parce qu'on te parle là des inondations on te parle là de pertes et dommages. Il y a un autre mot qu'on utilise, que j'ai oublié. Mais c'est ça. C'est que dans cas extrême. Donc l'argent va être mobilisé pour des gens qui sont dans un cas extrême. Firstly. Deuxièmement, à l'instant T, s'il y a un problème qui se produit et qu'on sait que ce problème-là est dû au changement climatique, et c'est un cas extrême aussi, là, le fonds doit être déployé. Parce qu'en ce qui concerne l'atténuation et l'adaptation, les fonds ont été déjà déployés. Bon, des promesses ont été déjà faites. Même si l'argent mobilisé jusqu'à présent ne sont pas vraiment suffisants. Mais en ce qui concerne les dommages et les pertes et dommages, c'est ce point-là qu'il faut comprendre. C'est que c'est en cas d'extrême. En cas d'extrême situation qu'on mobilise ces fonds-là. Maintenant, ces fonds vont être mobilisés. Elles vont servir d'infusion à ces pays qui sont impactés. C'est ça un peu l'idée. Maintenant, il a fait l'objet de blocus au départ. Pourquoi? Parce que la Chine est considérée comme un pays sous-développé. Parce qu'au moment où on était en train d'établir la norme des pays qui sont développés, pays qui sont sous-développés, si je me rappelle, si mes souvenirs à mes cours d'histoire sont bons, on disait que la Chine était considérée comme un pays sous-développé. Et les pays développés étaient contents de voir la Chine comme un pays sous-développé. Et aujourd'hui, on se retrouve à quoi? La Chine est un pays maintenant qui n'est plus sous-développé, mais qui est un pays en voie de développement. Mais n'empêche que le statut sous-développé est toujours collé à la Chine. Et il faut le préciser aussi, c'est que les pays sous-développés n'ont aucun engagement. C'est-à-dire, ils ne sont pas contraints à diminuer, comme on contraint par exemple les autres pays à diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Donc la Chine peut polluer autant qu'elle veut. Imagine 2 milliards de personnes. Et n'empêche aussi que, et aussi, si on fait actuellement, si on calcule les pays les plus polluants, la Chine sont en tête. Oui, c'est vrai. La Chine sont en tête. La Chine sont en tête, elle est le pays qui pollue le plus, mais n'est pas contrainte à arrêter sa pollution parce qu'elle est considérée toujours comme un pays sous-développé. Elle bénéficie du statut des pays sous-développés. Vous voyez comment c'est paradoxal. Maintenant, si on mobilise ces fonds, on ne le souhaite pas. La Chine se retrouve avec un ouragan ou la Chine se retrouve avec une inondation vraiment catastrophique.
Mais la Chine doit bénéficier de ces fonds-là. Parce qu'elle bénéficie toujours, elle fait partie toujours des pays sous-développés. Et c'est là où c'est le point vraiment qui n'a pas plu aux États-Unis, qui n'a pas plu à l'Union européenne, qui n'a pas plu au Canada, qui disait que non, c'est inadmissible que la Chine, qui soit le plus grand pollueur, que la Chine aujourd'hui, avec l'industrie chinoise, doit bénéficier de ces fonds qui est destiné aux pays pauvres, aux pays du Sud. Ça a fait l'objet vraiment de polémiques. Raison pour laquelle la COP qui devait finir vendredi a été prolongée jusqu'au dimanche soir. Je me rappelle bien, c'était quand j'étais à... C'est-à-dire la Chine va détruire, et en même temps on les finance. On les finance pour ça. Parce que bon, si on veut vraiment aller de manière... Si on veut se baser sur les papiers, la Chine doit bénéficier. Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, de manière... Si on veut utiliser la raison, la Chine ne doit pas bénéficier. Et ça a fait tous les points en ce qui finance. Parce qu'il y avait des points qui concernaient la finance, il y avait des points qui concernaient l'agriculture. Mais où il fallait mobiliser des fonds, c'était le blocus. Mais je me rappelle que c'était quand j'étais à Addis Abeba pour le retour à Dakar, que vraiment on nous a annoncé qu'il y a eu un accord. Maintenant, comment l'argent va être mobilisé, là on ne sait pas. C'est là aussi il y a des zones, il y a des zones floues et tout ça. Mais nous aussi on déplore le fait que, moi personnellement je déplore le fait que, que le fonds n'agira qu'en cas d'agonie. C'est qu'on attendra que la personne soit dans un cas extrême pour mobiliser ce fonds-là. Même si préalablement l'atténuation est prévue, l'adaptation est prévue, ça c'est pour avant, pour ne pas arriver à ce cas-là. Mais au cas où on arrive à ce cas-là, c'est cet argent-là qu'on va prendre pour mettre là. Je dis que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner. Il ne faut pas attendre qu'il soit agonisant pour prévenir que guérir. Même si l'argent qui a été déjà mis là-bas, c'est pour prévenir, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, je pense que cette somme-là, c'est bien, mais il fallait au moins encore plus renforcer la question d'adaptation et d'atténuation. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose... C'est géopolitique. C'est géopolitique et aussi c'est quelque chose qui ne va pas nous faire avancer en fait. Parce que là, j'ai plus les mots. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés. Je vais un peu vous emboîter les pas. Parce que... personnellement, à notre niveau, nous sommes des militants, nous sommes des militants de pratiquement tous les continents du monde. Nous travaillons dans des organisations et on est jeunes, il faut le préciser, parce que la moyenne d'âge d'entre nous c'est 20 ans, 22 ans, 23 ans. On s'est rendu compte que c'est nous qui allons vivre demain. C'est nous qui allons être là demain. Et si on laisse le choix, ou bien si on laisse la roue libre aux dirigeants d'aujourd'hui, demain, on risque de vivre dans une planète invivable, dans des conditions vraiment extrêmes. C'est là maintenant on se dit que non, il s'agit de notre avenir. Donc nous demandons à être impliqués dans la prise de décision. Voilà, c'est notre planète, notre voix compte. Donc si on est inquiet, parce que là, c'est nous demain, mais on doit... Parce que si on les laisse, ils ne vont rien faire de grave, ils ne vont rien faire de concret. C'est là maintenant que d'où est venu la plupart d'entre nous, notre activisme. C'est en ce moment qu'on s'est lancé dans ce combat. Parce que les illustrations qui ont été faites ici, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a énormément de jeux politiques là-dedans. Je citerai le cas des énergies fossiles. Si vous prenez 80% du taux d'émission de gaz à effet de serre, c'est dû aux énergies fossiles, c'est-à-dire les industries fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, même si les gens essaient un peu d'extraire le gaz, mais il reste quand même considéré comme une énergie polluante. 80% du taux d'émission de gaz à effet de serre mondial global est dû à cette industrie-là. Donc, on n'en disconvient pas. L'industrie fossile, gazière ou pétrolière, est énormément polluante. On le sait. Maintenant, tu sais que c'est ce problème-là, ce sont ces énergies-là qui sont à la base du problème. Et tu es contre qu'on sorte de ces énergies-là. Au niveau de la COP, au niveau de la COP 26, il a été question d'une sortie progressive des énergies fossiles. Non, au départ, il était question d'une sortie totale des énergies fossiles. Et après, non, à la dernière minute, il y a eu un changement. À la dernière minute, les grandes résolutions de la COP c'est la COP 26. À la COP 26, à Glasgow, en Écosse, je crois bien. Ah, mais c'est évident aussi parce que le sponsor officiel, c'est une entreprise qui évolue dans ce domaine, quoi, des énergies fossiles. Regarde.
Et on se retrouve à la fin à dire que non, maintenant il faut diminuer les financements publics. C'est-à-dire, maintenant, l'argent public de certains pays n'iront plus dans des, dans des énergies fossiles. C'est-à-dire, on va plus prendre l'argent du public pour financer certains projets qu'on considère hyper polluants. C'était ça. C'est progressif. Maintenant, à la COP27, maintenant, il y avait un point aussi où on parlait d'énergie et qu'il fallait vraiment trouver des résolutions. Je ne maîtrise pas exactement ce point, il parlait de quoi, mais l'Arabie Saoudite et ces pays qui sont dans l'OPEC et tout ça, ils ont dit niet. Ils n'ont pas dit niet seulement, ils ont dit il faut enlever le mot énergie fossile et gaz dans toute résolution. Il faut les enlever, c'est-à-dire eux... Mais c'est évident aussi, parce que aussi le développement se base au niveau mais à un moment donné, c'est ce que nous on dit. On sait qu'aujourd'hui, le développement de certains pays dépend de cela. Mais aussi, la survie de l'humanité aussi doit primer sur nos intérêts personnels. C'est vrai. On ne va quand même pas laisser 2 ou 3 pays mettre le monde entier dans des problèmes à ne plus en finir. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a des cas de famine due au changement climatique. Au Madagascar, au niveau du Sahel, là, le problème avec les terroristes et autres, là, c'est amplifié de manière indirecte par ce problème-là. Parce qu'il y a des éleveurs qui n'ont plus de quoi nourrir leur bétail. Et ils sont facilement à la merci de ces terroristes-là. Du moment que tu n'as plus de quoi nourrir ton bétail. Donc, cher ami, il y a une personne qui appelle. Ok, bonjour, chers téléspectateurs. Le nom, c'est comment? Oui, tu appelles où exactement? Oui. Oui, bonjour, monsieur Diakhaté, ça va? Oui, bonjour, ça va bien. Alors, je me nomme Hassan Ka. Hassan Ka, enchanté. Alors, je suis très ravi d'entrer dans l'émission. Je pense que c'est la première fois que j'interviens dans ce genre d'émission. Alors, je félicite également l'invité, monsieur Rossard, donc qui est un jeune activiste au Sénégal qui est en train de faire énormément d'efforts dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, plus particulièrement au Sénégal, mais également sur le plan régional ainsi qu'international. Alors, on est en train de parler aujourd'hui de la COP27, une actualité qui vient d'être passée récemment en Égypte. Je pense qu'aujourd'hui, les gens devront intégrer, au-delà des jeunes, ils doivent intégrer toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, il faut que les gens s'adonnent à l'approche intersectorielle pour moi. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui d'être dans les bureaux ou bien dans les discuter. Il faut une association de tout le monde en fait. Que pour qu'il soit une solution qui est durable, parce qu'aujourd'hui, il faut éviter tout ce qui est politique top-down et appliquer la politique up-down. Et aujourd'hui, les effets des changements climatiques sont réels, surtout au Sénégal. Et quand on travaille sur des projets de développement, les indicateurs de sécurité alimentaire, les indicateurs de pauvreté ne cessent pas d'augmenter. Aujourd'hui, les effets sont réels, que ce soit dans le nord avec les agriculteurs, les rendements baissent. Donc, ce sont des questions aujourd'hui que les gens devront poser, intégrer toutes ces parties prenantes dans les grandes instances politiques sur le plan de changement climatique. Alors, j'encourage Yoro, qui est un ami, et il est jeune, il continue à travailler là-dessus. Et une fois au Sénégal, nous allons le soutenir jusqu'au bout du monde. En tout cas, c'est une fierté et merci beaucoup. C'était mon passage de cette émission. Merci. Ok, merci beaucoup très cher ami de l'intervention. Comme je l'ai dit, l'émission c'est notre émission à tous. Donc du moment où on crée une ligne téléphonique pour que tout le monde puisse apporter sa contribution ou poser ses questions. Donc c'est pour cela qu'on a créé l'émission. C'est pas l'émission entre moi et l'invité. Il faut rappeler qu'il appelle depuis la RDC. Depuis Kinshasa. Voilà, donc c'est un cher ami Hassan Ka. Merci beaucoup pour le témoignage. C'est un réel plaisir aussi parce que ça montre que la télévision est au niveau international. Donc c'est un ami de la RDC, de notre très cher ami. Donc je l'ai dit au début de l'émission, l'ami Yoro, c'est une personne vraiment internationale, connue presque au niveau mondial. Donc on t'encourage sur ça. On est fiers de toi, moi en tant qu'ami. Vraiment, c'est un plaisir aussi. Donc Yoro, on était au niveau de ces différents problèmes.
Voilà. C'était au niveau de ces problèmes de... Parce qu'on disait des questions du point de vue géopolitique. Voilà, du point de vue géopolitique, il y a de ces considérations qu'on doit vraiment laisser de côté. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que c'est vraiment dommage qu'on suive les intérêts d'un ou de deux ou trois pays et puis le monde entier dans des difficultés et autres. Je parlais du cas du Sahel aujourd'hui. Quand ces agriculteurs-là, quand ces pêcheurs-là, ou agriculteurs ou pêcheurs qui ne voient pratiquement plus de pluie, la réalité des pluies, c'est une des conséquences du changement climatique. Aussi, les pluies sont là, elles sont acides. Pas bon pour le bétail, pas bon pour les cultures. Mais toi qui es cofondateur du Act of Sahel. Oui, c'est l'un des points vraiment qui nous a poussé à agir au niveau du Sahel. Et aujourd'hui, vous sentez que ça risque même de créer des conflits interethniques parce qu'on retrouve toujours les mêmes ethniques à travers les touristes. Désolé de t'emboîter la parole parce qu'on parle du Sahel. Et là, toi, tu es originaire de la Mauritanie. Donc, c'est l'occasion aussi voilà, de saluer tes amis de la Mauritanie. Mes amis de la Mauritanie, je vous passe bonjour. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu l'ensemble des points sur lesquels, voilà, c'est lié. C'est lié. Et tu vois, les agriculteurs et les éleveurs se retrouvent facilement à la merci de ces supposés terroristes qui les enrôlent, les donnent de l'argent, parce que ces gens-là n'ont plus d'activité. Voilà. Et puis, imagine aussi au niveau des pays du Sud, au niveau des pays de l'Amérique du Sud, qui sont vraiment touchés et autres. Voilà, donc ça risque vraiment de mettre le monde dans un chaos. Et je pense que les effets néfastes du changement climatique, comme l'a dit l'ami Hassan, ne sont plus à prouver. À Dakar, nous sommes à la Corniche. Le niveau de la Corniche, on voit à quel point ça avance. Voilà, à Dakar, on est là. En décembre, il fait extrêmement chaud. Et le pire, on le modifie. On le modifie. Et là, on risque vraiment de se retrouver de s'emboîter dans une boîte de conserve où ça sera vraiment compliqué de sortir. C'est un peu l'ensemble des problèmes qui sont là. Et on ne doit pas... Il y a des arguments qui disent que non, ces pays-là suivent par ça. Mais ce n'est pas parce que ces pays-là suivent par ce point-là qu'on doit les laisser continuer ainsi. Et le pire, la COP28, ça se retrouvera à Dubaï. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'est retrouvé avec 600 lobbyistes. Ça, c'est à Sharm el-Sheikh, c'est en Égypte. Égypte, c'est pratiquement la même zone, parce que l'Égypte aussi, voilà. Mais on se retrouve à Dubaï, le fief de ces grands pollueurs-là, le fief de ces lobbyistes-là. Vous imaginez pas déjà les contraintes qu'on risque de rencontrer, les problèmes qu'on risque de rencontrer. Actuellement, nous, les militants, actuellement, on est en train de voir est-ce qu'on va y aller. Parce que bon, il y a un risque d'y aller. Mais si vous prenez le risque de ne pas partir, imaginez les conséquences. Les décisions qui seront prises. Avec votre présence, ça risque même de ne pas Il faut le préciser aussi, c'est que nous, on met la pression durant toute une année. À la COP, on met la pression peut-être dehors. Parce que la salle de négociation, c'est très difficile d'accès. Moi, par exemple, au niveau du Sénégal, j'avais accès au niveau de la salle parce que j'avais un badge parti par le biais de l'ami Djibril de la JVE, que je salue au passage. C'est quelqu'un vraiment qui vraiment me soutient beaucoup. Et toute l'équipe de la JVE, que je salue au passage. C'est un peu ça. Le badge parti me permettait d'accéder à pratiquement toutes les salles. Contrairement à des amis qui sont plus influents que moi, qui sont plus grands que moi, qui ont plus d'aura au niveau international que moi, qui avaient que des badges observateurs. Donc, si j'ai bien compris, il y a des salles. Il y a des salles où des gens ne peuvent pas accéder. Et pourtant, ces gens-là maîtrisent plus la cause, en fait. Bon, ces gens ne peuvent... Parce que bon, il faut aussi préciser que les négociations, c'est pas n'importe qui négocie. Parfois, c'est des profs d'université, c'est des gens qui ont eu qui ont vraiment fait des études poussées dans ce point-là, parce que c'est géopolitique. Même moi qui vous parle là, j'ai pas encore l'habitude même de rentrer dans une salle pour discuter, parce que c'est des points vraiment... Même moi, quand j'étais là-bas, j'étais un peu surpris par l'idée, parce que moi, j'étais même conquis par l'idée que même des gens avec qui j'ai pas la même conviction soutenaient. C'était fondé. Ils ont les mots. Donc, c'était pas des blabla. Je t'ai dit, l'Arabie Saoudite te sort des mots qui sont fondés. Toi-même, tu es là, tu es contre l'Arabie Saoudite, mais tu es content d'entendre ce gars dire ça. La corruption vocale. C'est ça. Le monde, je te dis, les gens qui ont de la connaissance pour l'utiliser à mauvais escient. Et c'est ce que ces gens-là font. Et vraiment, imagine un gars comme moi qui vraiment a la facilité d'être convaincu par des idées. S'il va là-bas, il risque de mettre le Sénégal dans des problèmes de plus en finir. Donc je pense que ce sont des études vraiment qu'il faut faire. Même au niveau... C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi, ça m'a vraiment permis de revoir un peu mon objectif, de revoir un peu ma vision du monde et aussi de voir comment je vais vraiment
à la longue agir. Voilà, c'est de l'expérience acquise, quoi. Voilà, et surtout pour moi aussi, je vais vraiment, pourquoi pas devenir négociateur, qui sait? Bien sûr que oui, Surtout ça continuer sera, dans un domaine. ça sera fait un jour, Inch'Allah. On compte sur toi, en tout cas. Parce que vraiment, c'est quelque chose... bon, on dit que la communication est très, très efficace du moment où on l'utilise à bon escient ou à mauvais escient. Donc, c'est l'occasion aussi de parler aussi de ton organisation. Friday for Future. Ouais. Bon, je suis dans un ensemble d'organisations, il faut le dire. Ouais. C'est pas évident. J'aurais bien aimé vous montrer mon planning. Il est hyper chargé. Ouais. Parce que je suis dans énormément d'organisations, dont l'un dans lesquelles que j'aime bien, qu'on s'est croisé, la Jeune Chambre. La Jeune Chambre. Donc, c'est à préciser aussi, hein. C'est à préciser. Il est le vice-président individuel de la Jeune Chambre U-Dakar Espoir. Université Dakar. Voilà, et Inch'Allah, futur VPE. Bon, Inch'Allah, on va quand même pas se préciser, Okay. on va quand même pas se précipiter là-dessus. Voilà, je suis dans un ensemble d'organisations au niveau national, hein, au niveau sur-régional, comme l'a dit Hassan, même au niveau international. On a des plateformes vraiment dans lesquelles on réfléchit. On réfléchit sur tout. Surtout moi, je réfléchis sur tout. Sur l'humanisme, sur la philanthropie, un point vraiment que j'aime beaucoup. Et aussi sur le devenir du monde. La question de la faim, zéro faim et tout ça, ce sont des points vraiment qui me tiennent à cœur. Oui. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis dans énormément d'organisations. Mais principalement l'organisation qui m'a fait vraiment atteindre là où je suis, qui a permis aux gens de me connaître, c'est Friday for Future. Friday for Future, c'est un mouvement qui existe depuis 2016. C'est un mouvement international. C'est aujourd'hui, je dirais, et je pèse bien mes mots, c'est aujourd'hui le mouvement qui regroupe le plus grand nombre de jeunes au niveau mondial pour la cause climatique. Parce que Friday for Future au niveau international peut mobiliser des millions de jeunes lorsqu'on appelle à des global strikes, c'est-à-dire des journées de grève mondiale. C'est ça. Aujourd'hui, c'est l'un des mouvements qui a vraiment amené énormément de jeunes, y compris moi, à s'intéresser au problème du dérèglement climatique qui, pour nous, est à la base de l'ensemble des mots MAUX du monde. Voilà. Et Friday for Future, c'est un mouvement qui existe au Sénégal. On est l'un des premiers au niveau de l'Afrique. Il y avait l'Ouganda, je crois, qui nous avait dévancé. Bon, je ne sais pas le Nigeria, mais quand même, on fait partie des premiers, l'un des premiers au niveau de l'Afrique. Le premier au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'un des premiers au niveau de l'Afrique. Friday for Future Sénégal qu'on a mis en place en 2018. Et Friday for Future a l'habitude de fonctionner, c'est-à-dire organiser le vendredi soir des manifestations où des jeunes avec des idées originaux venaient donner leur impression à ce qui concerne le monde. La crise par exemple de l'Ukraine, la crise par exemple au Pakistan, toutes les crises du monde, c'était l'opportunité pour les jeunes de venir parler de cela. Donc là-bas, il y a la liberté d'expression. La liberté d'expression et principalement aussi la question du climat. Il y avait parfois, vous voyez dans nos pancartes, il n'y a pas de planète B. Et c'est cette planète-là, il faut la préserver. Nous ne voulons plus de blabla, nous voulons de grandes résolutions. Sauver la planète, c'est un ensemble de slogans que nous scandons. Et nous n'imposons à personne d'écrire un message. On lui dit, tu es conscient du problème, viens et avec ton message à toi-même. Donc on n'a pas besoin de t-shirt, on n'a pas besoin de banderoles, on n'a pas besoin de ça. Voilà, non, nous on est différents, vraiment, notre manière d'approche est différente. On est plus dans la plaidoirie. Aujourd'hui, on met pression sur les chefs d'État que quiconque. Il faut le dire. On met pression sur les chefs d'État que quiconque. Il y a certains acquis que nous avons eus. C'est au niveau de Friday for Future. Et ça a été créé par une jeune fille de 16 ans, Greta Thunberg. Et maintenant... La Suédoise. La Suédoise. Et après, on s'est inspiré un peu du mouvement. Mais aussi, on n'a pas recopié le mouvement. On n'a pas fait copier le mouvement et l'a mené au Sénégal. C'est qu'on a pris le concept du mouvement, les plateformes digitales du mouvement qui existent, les sites, les mails organisationnels. Mais arrivé au niveau du Sénégal, on a adapté ça à nos réalités. Au Sénégal, on a nos réalités. Ça va par le respect des autorités. Ça va par le respect des croyances, des cultes et tout ça. Je ne dis pas que les autres ne respectent pas, mais il y a une sorte de forme d'extrémisme que nous, on ne peut pas appliquer au niveau du Sénégal. Et arrivé au Sénégal, personnellement, avec Jessica, avec Alassane, avec l'ensemble des gens avec qui nous travaillons au niveau de Friday for Future, nous avons tenu vraiment à ce que ça soit adapté à nos réalités. Et adapté à nos réalités, qu'est-ce qu'on fait réellement? C'est on participe aux grandes instances de décision, on participe à des grandes conférences à travers énormément de voyages. Et même nous sommes invités dès après-demain à aller au Maroc pour prendre part à un sommet africain auquel on devra parler, on doit
on doit prendre la parole pour parler du destin de l'Afrique en ce qui concerne le changement climatique. Est-ce que l'Afrique prend son destin en main ou pas? Vous voyez, ce sont des enjeux vraiment qui sont vraiment importants. Et des jeunes comme nous, à qui les gens font confiance, sponsorisent, pourquoi on vient y parler, c'est parce qu'on a un travail vraiment énorme qu'on fait. Maintenant, actuellement, on est en train de faire un recrutement de volontaires. On est tous volontaires, c'est une organisation où on ne nous paie pas. Les gens pensent qu'on c'est pas, on le fait. Voilà, on le fait parce qu'on croit au potentiel du monde. On le fait parce qu'on veut un monde meilleur. On le fait parce qu'on veut un monde où tout le monde mange à sa faim. Donc c'est ça, c'est du bénévolat. C'est comme à la Jeune Chambre. On le fait pour la communauté, on le fait pour le monde, on le fait pour l'homme en tant que tel avec grand H. Et on vous invite vraiment à venir adhérer à ce mouvement-là. Et au niveau du Sénégal, on est en train de voir sur la possibilité de mettre un parti écologique. Qui sait, en fait, nous les jeunes aussi, on a notre approche à avoir concernant ce problème-là. Et on veut former vraiment les jeunes. Et c'est sur un point vraiment sur lequel on va se focaliser dans le plan d'action pour 2023, former les jeunes à comprendre vraiment les enjeux du monde, comment ça fonctionne. Et je pense que tout jeune, le simple fait d'écouter nos discours doit être de l'inspirer de cela. Je veux dire que moi, j'ai participé à cette réunion-là, j'étais là, j'ai fait part des conférences de presse sur des points vraiment qui me concernent pas moi, qui ne concernent pas ma famille, qui ne concernent pas mon pays, mais qui concernent le monde entier. Déjà, vous vous sentez important. On a les pieds sur terre, il faut le dire. Mais on se sent déjà vraiment au cœur déjà des décisions. Et demain, qui sait, on peut se retrouver dans les grandes... Ça sera à nous de prendre les décisions. Ça sera à nous de prendre les décisions. Et je ne pense pas qu'on va faire les mêmes erreurs que les autres. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, nous sommes plus actifs sur Twitter et Instagram, LinkedIn. Nous sommes pratiquement sur tout. C'est la jeunesse, raison pour laquelle on utilise beaucoup les supports digitaux. Et on vous invite vraiment, jeunes, à venir nous rejoindre, à venir rendre le monde meilleur. Comme on a un slogan qu'on utilise beaucoup, c'est « Ensemble, rendons le monde meilleur ». Ou « Ensemble, rendons le sourire à la planète ». Parce qu'on dit que la planète actuellement n'est pas bon souriant. Voilà, vraiment, c'est quelque chose de très important aussi. Donc, nous vous invitons à tous les jeunes en fait de rejoindre cette mouvement. En fait, vraiment, c'est très 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 important. En tout cas, Yoro, je t'admire beaucoup et je te félicite. Le plaisir est partagé. Inch'Allah, voilà, un jour, Inch'Allah, bon, tu vas nous représenter au niveau mondial, même si tu le fais actuellement. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour moi de partager une émission parce que nous sommes à la fin de l'émission aussi. Donc, nous allons te laisser la parole pour dire un message de au revoir, pas Adia, au revoir. Voilà. Oui. Tout d'abord, c'est remercier Diama TV. Diama TV parce que je le dis, c'est que au Sénégal, les gens ne s'intéressent pas vraiment au combat futuriste, comme je le dis. Je pèse mes mots. Au Sénégal, c'est ce qui manque vraiment beaucoup, c'est la vision du futur qu'on n'a pas. Je dirais, même dans les instances de décision gouvernementaux, tu sens un peu que c'est juste à l'instant T. On résout le problème à l'instant T. Demain, il y a le Voilà, c'est vraiment un point vraiment sur lequel on doit revoir. Au niveau politique aussi, il faut vraiment revoir beaucoup de choses avec ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Vraiment un truc que nous c'est vraiment indigne du peuple sénégalais que nous sommes. C'est vraiment indigne des valeurs du peuple du Sénégal que nous avons. Et nous appelons aussi ces députés-là à savoir nous appelons ces députés-là à la retenue et vraiment à véhiculer les valeurs du Sénégalais. Parce que là, c'est vraiment honteux. Je vois à CNN, j'ai des appels, non, allô, hey, Yoro, how are you? Comment tu vas? Il y a des difficultés chez vous, c'est ça, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, c'est pas le Sénégalais. C'est pas le Sénégalais, c'est l'image de tout le Sénégal que vous êtes en train d'éternuer. C'est vraiment honteux. Quels que soient les différents, quels que soient les propos tenus, je le dis à travers un tweet. Ces images sont indignes du peuple sénégalais. La violence, que ce soit verbale ou physique, n'a sa place dans l'hémicycle, n'a même pas sa place dans la société, encore moins dans l'hémicycle. Et aussi, même ces députés qui sont autour de ces violences-là, moi je le dis, ils n'ont plus leur place au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on les enlève là-bas parce que ce qu'ils ont fait, ça ternit à jamais l'image du Sénégal. Je prends un cas précis, il y a Adrien Contenès, un jeune vraiment pour qui j'avais énormément d'estime. Vous deviez, c'est l'un des seconds à Jean-Luc Mélenchon au niveau des États-Unis, au niveau de la France. Au niveau de la France, qui a eu des problèmes comme ça et qui vraiment actuellement est en train d'être sorti de l'Assemblée nationale, pas par l'Assemblée nationale en tant que telle, mais par son parti. Parce qu'il a eu des problèmes conjugaux avec sa femme, il a eu à la gifler.
à lui porter main et la femme a porté plainte. Et vraiment, tous ses collègues se sont voilà, un peu, c'est la fatigue. Hein, je suis voilà, donc, et puis c'est quelqu'un qui, ces deux députés-là au niveau du Sénégal, on les connaît pratiquement pas. Moi, je les connais pas. Donc, Adrien, on le connaît. C'est quelqu'un vraiment connu en France. Mais aujourd'hui, on est en train de lui faire comprendre que le geste qu'il a fait, c'est vraiment impardonnable. Donc, pourquoi pas appliquer cela à Adrien ailleurs et on va laisser ces deux députés-là continuer à venir dans l'hémicycle. Ils ont été arrêtés et c'est un truc que nous saluons beaucoup. Et nous aussi appelons un peu les États, les autorités à un peu essayer un peu que la violence soit verbale ou physique. Il faut vraiment qu'on résoudre ça une bonne fois pour toutes. Et au-delà de ça aussi, remercier Diamant TV, comme je l'ai dit. Bon, c'est ce que je voulais faire, mais après tellement que ce problème-là me tenait à cœur, il fallait le dire. Ce sera l'objet même d'un thème. Nous avons eu à faire des interviews dans pratiquement un ensemble de télé à travers le monde. C'est BBC, c'est CNN, c'est Duo de Deadline, pratiquement tous les médias allemands, pratiquement aussi un ensemble de médias au niveau de l'Afrique, mais c'est l'une des premières au niveau du Sénégal. Et c'est un point vraiment que je félicite la direction. Et je pense que ça va permettre un peu aux jeunes de comprendre réellement les enjeux. Et c'est ce que les autres médias devaient faire. Moi, je ne viendrai jamais vers un média dire invite-moi. Non. Je ne le ferai pas. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas forcément passé par les médias et tout ça. Mais ça doit vraiment aussi les attirer. Il faut eux aussi donner du contenu qui va inspirer les jeunes. Nous, on a pris conscience de ce combat-là à travers les réseaux sociaux. Eux aussi peuvent, à travers les médias, eux aussi peuvent permettre à d'autres personnes de prendre conscience de cela à travers les médias. Et je pense que c'est Diamant TV qui l'a fait. Et je pense que c'est un point vraiment à s'aligner. Je salue toute l'équipe et aussi l'ami Aruna. Le message de la fin, c'est pratiquement le message qu'on lance à chaque fois. Et à chaque fois, à chaque conférence, c'est toujours ça. C'est qu'aujourd'hui, que les lobbyistes, que les dirigeants du monde sachent que nous ne sommes pas contre eux. On ne nous paie pas pour ce qu'on fait. Nous sommes étudiants, on continue, on a nos études. C'est juste qu'on est conscient des enjeux du moment. On est inquiet de notre avenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés. Et nous les appelons plus à l'écoute. Parce qu'il faut qu'ils sachent aussi, c'est nous qui décidons. Ils ont certes le stylo pour la signature, mais c'est nous qui décidons. Parce qu'actuellement, les jeunes ont un quota important dans l'élection d'une quelconque autorité. Et la prise de conscience est en train d'être faite. Et si vraiment ils ont intérêt à nous écouter, s'ils ne le font pas, aux prochaines élections, on les dégage tous. C'est la résolution qu'on a prise. Que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est cette mentalité-là qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Nous, on veut aller dans cette direction-là. Vous, si la direction n'est pas la bonne, dites-nous pourquoi. Convainquez-nous. Mais si vous ne le faites pas, aux prochaines élections, on vous dégage. Quelqu'un d'autre vient. On va continuer à t'attendre jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne personne. C'est ça. Ils ont intérêt vraiment à prendre en compte les questions du monde. Et c'est vraiment neexul ci xol ngay xëy di gis coono bi àdduna bi di dund. Neexul ci xol. moo waral son engagement bi. Et je tenais vraiment à remercier tous les téléspectateurs de nous avoir accordé de leur temps. C'est pas évident, c'est dimanche. Le Sénégal joue contre l'Angleterre et on espère, Inch'Allah, remporter cette Coupe du Monde. Ça sera aussi un bien pour le Sénégal et pour l'Afrique. On a que le football. Je suis un footeur, on a que le football. Non, merci beaucoup. Ok, vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir. On avait commencé en Wolof, on va terminer en Wolof. Même si l'émission c'était 100% français, c'est très important aussi parce qu'il y a des gens qui nous suivaient au niveau international. Donc, moi qui dis à la fin de notre émission Ma santé, mon environnement, di jaajëfal ki nga xam ne mooy Yoro Sarr. Vraiment, c'est un ami et je l'encourage aussi dans ce qu'il fait. Vraiment, nous sommes fiers de toi, la jeune chambre, ainsi que tout le monde est fier de toi. C'est un plaisir de partager une émission avec toi. Donc, nous allons profiter aussi de l'occasion pour souhaiter une bonne chance à notre équipe nationale du Sénégal qui va jouer aujourd'hui, ce soir, à partir de 19h contre l'Angleterre. Donc, voilà, kon dañ leen di souhaiter bonne chance, voilà, ñu am victoire, comme ça ñu mën a continuer compétition bi, voilà, nekk quart de finale et on va dañuy tase comme équipe boo xam ne ñoo leen mën daal comme que ñoom ñoo ñu toogal bu yàgg daal muy France. Voilà, donc c'était l'émission Ma santé, mon environnement. Di leen jox rendez-vous inchallah la semaine prochaine de 12h à 13h pour parler de santé. Merci beaucoup.
Bonjour, comment ça va et comment va